a pris un petit peu de retard. Je vais vous reparler très brièvement de la synthèse des hémoglobines humaines parce que vous allez voir que c'est un point clé dans l'histoire du besoin transfusionnel. Donc ça, c'est juste pour dire comment sont composées les hémoglobines A et F, que vous voyez donc ici pour la F avec 2 gamma et 2 alpha, et bêta. Donc le principe des hémoglobines, c'est qu'il y a toujours autant de chaînes de type bêta ou gamma que d'alpha. Donc on va dire que le rapport de synthèse il est égal à 1. D'accord. J'avais déjà expliqué cette diapositive-là qui montrait les quantités égales de bêta ou gamma par rapport à alpha. Et donc, les thalassémies sont dues à des défauts de bêta et plus gamma. Je vais revenir un peu là-dessus après. D'autre part, le début de la maladie et le début donc du besoin transfusionnel se fait sentir après la naissance parce que les chaînes gamma qui sont très majoritaires diminuent alors que alpha continue de façon inchangée et bêta normalement doit prendre le relais. Évidemment, quand il y a bêta-thalassémie, eh bien, il y a soit 50% de déficit quand on est hétérozygote, donc ça ne va pas plus haut que ça, ou encore beaucoup plus bas quand on a des formes plus graves, génétiquement plus graves de bêta-thalassémie. Alors, ce diapositive qui est un peu compliqué, en fait, c'est pour montrer qu'il y a toujours ce rapport de synthèse entre la partie alpha et la partie bêta et gamma. Le rapport dans la bêta-thalassémie, il est donc très différent de 1 et il est d'autant plus différent de 1 que bêta plus gamma est bas. Mais aussi que éventuellement alpha est surreprésenté. C'est ce qu'on appelle en particulier les triplications alpha. Ça vient du fait que le gène alpha, au lieu d'être en copie double, est en copie triple. Donc on dit triplication. Il y a encore des cas où il y a même 4 gènes alpha, voire plus. Donc plus il y a d'alpha par rapport à bêta, qui va rester célibataire, et ces chaînes alpha célibataires sont extrêmement toxiques, et c'est ça qui détermine la gravité et donc la transfusiodépendance pour le patient. Et effectivement, il y a un gradient. Alors là, c'est l'inverse, c'est bêta sur alpha, mais ça revient au même. Il y a 1 normalement et il approche de 0 dans les formes les plus graves. Et évidemment, il y a d'autres modificateurs secondaires. Évidemment, en sens inverse, tout à l'heure, on a dit que la triplication était aggravante. Là, on voit que les alpha délétionnelles, les alpha-thalassémies elles-mêmes diminuent la quantité d'alpha et sont plutôt bénéfiques. De même, les patients qui ont gardé une capacité de fabriquer de l'hémoglobine fœtale à l'âge adulte, c'est rare mais ça arrive, eh bien, ils vont avoir moins d'alpha célibataire parce qu'il y aura plus de gamma fabriqué. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une thalassémie? Dans la situation normale, dans la moelle des os, la moelle rouge, eh bien, il y a une prolifération des cellules de souche qui vont donner des globules rouges en grande quantité. Je vous rappelle que les globules rouges sont fabriqués au rythme de 3 millions à la seconde. Et dans une bêta-thalassémie, eh bien, cette prolifération dans la moelle est extrêmement augmentée. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a plus de cellules, c'est aplati. Et malgré ça, il y a un énorme avortement. Beaucoup de ces cellules meurent avant de sortir de la moelle dans le sang. Et par conséquent, la production de globules rouges est insuffisante, malgré une usine à globules rouges qui est excédentaire. Donc, pour revenir au sujet, les objectifs du programme transfusionnel, d'abord, pour l'enfant, c'est son développement harmonieux. Le fait qu'il y ait une expansion des cellules de la moelle déforme les os de façon très importante, empêche l'enfant de grandir, développe de façon énorme le foie et la rate, et si on ne traite pas l'enfant à temps voulu, ces déformations deviennent permanentes pour le restant de son existence. Donc, il faut commencer à transfuser l'enfant le plus tôt possible dès que le diagnostic est fait pour éviter ces problèmes. Ensuite, ça c'est le premier objectif et un des plus importants. Ensuite, évidemment, il y a la tolérance de l'anémie elle-même. Il est évident que plus le manque de globules rouges se fait sentir, plus est difficile l'exercice de la vie quotidienne, puisque les globules rouges, c'est le transport de l'oxygène, c'est l'énergie de l'individu. Et par conséquent, la qualité de vie en dépend aussi, que ce soit à l'école ou ensuite dans la vie professionnelle, la vie ordinaire.
Limitation de l'expansion de la moelle osseuse, donc ça revient au même ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, surtout, il faut essayer de limiter, retarder la fonction destructrice de la rate sur les globules rouges. Donc, si on veut que la rate, sinon elle se développe énormément et ensuite elle travaille de trop et elle un peu mange tout et elle détruit de façon exagérée les globules rouges du patient, mais aussi les globules rouges transfusés. Donc, et puis les objectifs secondaires, c'est des fois, il y a la fabrication des globules rouges se fait en dehors des os, en dehors de la moelle extramédullaire, ça veut dire que c'est plus dans les os, c'est à l'extérieur. Et évidemment, ça se fait dans le foie, ça se fait dans la rate, ça se fait un peu partout, et ça peut être tout à fait néfaste. Ensuite, le besoin transfusionnel, il faut voir qu'ils doivent s'adapter à la tolérance de l'anémie avec l'âge. Les besoins en fonction de l'âge ne sont pas tout à fait les mêmes. Une femme enceinte, un adulte un peu sportif, un enfant très sage dans son coin, n'ont pas forcément tous les mêmes besoins en termes d'anémie. Ensuite, s'adapter à la mauvaise tolérance de l'anémie en cas de problème cardiaque. Ça, évidemment, c'est pour les patients qui n'ont pas été correctement contrôlés du point de vue du métabolisme du fer, par exemple, ou qui ont d'autres problèmes cardiaques. Et là, évidemment, si le cœur est fatigué, pour parler simplement, l'anémie, le cœur joue un rôle énorme pour compenser l'anémie en accélérant le débit sanguin, puisqu'il y a peu de transport d'oxygène, mais si on accélère le transport, eh bien, on arrive quand même à compenser. Mais ça, c'est le cœur qui le fait. S'il y a des problèmes, évidemment, on a tendance à avoir un objectif transfusionnel beaucoup plus élevé pour soulager en quelque sorte le cœur. Et puis enfin, la transfusion limite l'absorption digestive du fer. Donc, les objectifs du programme transfusionnel, vous voyez, ils sont multiples et on trouve un compromis autour de ça. En règle générale, les patients reçoivent une transfusion toutes les 2 à 5 semaines d'un volume dont on va parler maintenant. Alors, comment on fait pour chiffrer les besoins transfusionnels? Ça, c'est les poches de sang que vous connaissez bien. Eh bien, ces poches de sang contiennent un certain volume qui est indiqué, qui est listé quelque part sur l'étiquette. Et si vous cumulez l'ensemble des millilitres de sang transfusés par an et ramenés au poids, eh bien, vous avez un chiffre qui permet d'estimer les apports, également les apports de fer transfusés annuels, je vais y revenir. Chez les enfants, comme ils sont en période de croissance, on prend le poids à fin juin pour faire une moyenne entre le poids du début de l'année et le poids de la fin de l'année. Et puis de même, pour l'année, on va de juin à juin, c'est plus commode éventuellement. Et ensuite, le chiffre que ça donne, le nombre de millilitres. Quand c'est moins de 150 millilitres, il n'y a pas d'intervention spécifique au niveau transfusionnel, on n'est pas inquiet, ça reste dans la normale pour une thalassémie. Néanmoins, on peut toujours essayer de réduire, parce que plus ça sera bas, et dans l'idéal, ça serait inférieur à 100, plus ça sera facile de garder le contrôle de l'ensemble de la maladie. Entre 150 et 200, il faut faire un bilan pour voir et suivre l'évolution année après année pour voir si c'est en cours d'aggravation, par exemple. Et souvent, par exemple, on constate que l'aggravation s'accompagne d'une augmentation du volume de la rate. Et là, on peut se demander si la rate n'est pas en train de devenir trop gourmande en globules rouges. Et puis, au-delà de 200, alors là, il y a un franc excès et c'est vraiment un problème. Il faut rechercher là où les causes parce qu'on va avoir beaucoup de mal à contrôler l'évolution de la maladie. Les poches de sang. Alors, les poches érythrocytaires, les donneurs, ils sont testés, conditionnés, bien sûr, élimination des globules blancs, des plaquettes du plasma, et les globules rouges sont resuspendus dans une solution nutritive de conservation. Ils peuvent être gardés 42 jours avant d'être utilisés. Et donc, la concentration des globules rouges et du sang chez le donneur, c'est 40-45%, mais dans la poche, à l'intérieur de la poche, c'est 60% à peu près, dans une poche prête à l'emploi. C'est le contenu en hémoglobine de la poche qui détermine la quantité de fer que reçoit le patient au moment de sa transfusion. Et donc, l'établissement français du sang, l'EFS, contrôle la quantité d'hémoglobine de chaque poche, mais il ne l'affiche pas forcément
sur l'étiquette malheureusement. Et réglementairement, elle ne peut pas être inférieure à 40 grammes d'hémoglobine, sauf chez les tout petits, où on transfuse moins, bien sûr. Et ça se situe également dans les sangs qui sont conservés par congelés, où on accepte 35 grammes au minimum. Et dans la réalité, ça se situe entre 40 et 70, voire 75 exceptionnellement. Et la moyenne de l'hémoglobine dans toutes les poches, c'est 55 plus ou moins 7,4. Évidemment, comme 1 gramme d'hémoglobine apporte 3,3 mg de fer, on peut faire des calculs et on voit que pour une poche, selon son contenu en hémoglobine, ça apporte 132 à 231 mg de fer dans l'hypothèse 40-70. Donc vous voyez, il y a poche et poche, et par conséquent, on ne peut pas moyenner forcément toujours, ça dépend un peu du type de poche qui sont fournies. Voilà, la quantité, donc c'est 60%, on a dit, et donc si on veut calculer la quantité de fer que le patient reçoit pendant l'année, vous allez voir que c'est très important pour l'histoire du besoin transfusionnel, eh bien, on fait un petit calcul et en fait, pour aller tout de suite au but, c'est le volume total en millilitres des poches, c'est-à-dire qu'on compte, on recueille le chiffre qui est sur l'étiquette de toutes les poches de l'année, on les additionne et on multiplie par 2/3. Et par exemple, pour quelqu'un qui reçoit 30 poches, disons qu'il a reçu 7,5 litres de sang de cette manière, eh bien, il aura reçu 5 grammes de fer, c'est 2/3 de 7,5. Donc la toxicité du fer, j'y reviens pas parce que Dora en a largement parlé et vous a montré comment il fallait faire pour le soustraire. Mais disons qu'au-delà de 5 grammes, vous avez une toxicité hépatique qui commence à se faire sentir sérieusement. Et tout le pronostic, l'essentiel du pronostic des bêta-thalassémies, en tout cas dans l'âge moyen, est lié à cette toxicité du fer. D'où l'enjeu très important d'essayer de réduire les apports transfusionnels. Alors, est-ce que j'arrive à passer? Oui, ça devrait le faire normalement. Alors, je vais le faire à la main parce que ça n'a pas l'air de vouloir le faire autrement. Alors, où est-ce que j'en suis là? Ah mince. Ah voilà, excusez-moi, je l'ai. Alors, trois petits exemples de la littérature récente. Vous voyez, c'est des articles de 2019. Et dans cet article, j'ai sélectionné la table suivante, toute simple. Vous voyez donc, il y a des enfants, parce que ici, c'est les thalassémiques qui ont besoin de peu de sang. Et là, les thalassémiques qui sont transfusiodépendantes, qui ont besoin de beaucoup de sang. Et quand vous voyez le besoin en millilitres par kilo et par année, vous voyez que c'est très faible pour cette colonne-là, et c'est très élevé ici, c'est 180 millilitres par kilo et par an, avec une énorme différence. Et évidemment, ça provoque un énorme surcroît de gens qui ont des ferritines très élevées, 60% comparé aux 13% dans le groupe moins transfusé. Et même chose pour le fer dans le foie et le fer dans le cœur. Je passe parce que ça, c'est déjà été dit. Mais vous voyez, il y a une relation directe. Dans cet autre papier qui est également récent, de 2020, et qu'est-ce qu'on montre? On montre que le besoin annuel en transfusion, le cumulé, est à peu près égal selon les génotypes bêta plus et bêta 0. Alors je rappelle que bêta plus, ça veut dire que bêta n'est pas complètement anéanti, alors que là, bien sûr, il l'est à moitié, et là, il l'est totalement. Et vous voyez que ceux qui ont une bêta 0 thalassémie homozygote, venant de chacun des deux parents, eh bien, ils ont un besoin transfusionnel nettement augmenté par rapport aux autres. Qu'est-ce qui fait que ce besoin est différent? Eh bien, vous voyez que le genre ne joue pas. Ce qui joue, en particulier, c'est l'âge de la première transfusion. Vous voyez qu'il y a une différence très nette, progressive, entre la diminution, par contre, de l'âge de la première transfusion en mois.
En moyenne, les plus graves sont transfusés à 1 an. Et puis, un autre facteur qui joue, c'est le fait d'avoir retiré ou pas la rate. Et vous voyez que la splénectomie dans ces formes-là, elle est de 60%, alors que dans les bêta-0, elle n'est que de 33%. Pourquoi? Parce qu'ils sont très transfusés de façon régulière et ils développent moins la grosse rate. Voilà. Et puis le dernier point, c'est le volume, bien sûr. Évidemment, vous voyez, ça rejoint ce que disait la figure précédente. Alors, si vous regardez les besoins en transfusion selon que la personne n'a pas eu l'ablation de la rate ou l'a eu, et vous voyez que là aussi, il y a une différence énorme du besoin transfusionnel annuel. Et puis, si vous regardez l'âge de la première transfusion en mois, donc là, c'est la première année, mais vous voyez que plus le diagnostic a été fait tôt et la première transfusion est effectuée tôt, plus la consommation de sang sera grande. Donc, c'est la pertinence de documenter chez les patients le moment du diagnostic et du premier besoin transfusionnel. Pour terminer avec ces exemples, vous avez ici ce qui se passe avec les bêta-thalassémies intermédiaires en fonction de l'âge. Et vous voyez que ça va de 0 à 60 ans. Et le fer augmente avec l'âge. Et puis surtout, l'hémoglobine diminue. Et malheureusement, avec l'âge, la tolérance de l'anémie aussi diminue. Donc l'anémie augmente et sa tolérance diminue. Ce qui fait que beaucoup de ces patients-là vont devenir transfusodépendants. Et c'est chez ceux-là surtout qu'on essaye d'éviter ce recours aux transfusions en essayant de stimuler la fabrication du globule rouge par le malade lui-même. Et ça fonctionne relativement bien, mais bien que ce ne soit pas systématique. Donc, comment on fait pour ajuster le programme transfusionnel? Eh bien, il y a deux versants. Optimiser l'efficacité transfusionnelle et, d'autre part, repérer et résoudre les causes de besoins excessifs. Alors, pour optimiser, il y a les aspects nutritionnels. Il ne faut jamais oublier l'acide folique. C'est des patients qui peuvent être en carence grave en acide folique. Je vous montrerai un tout petit exemple tout à l'heure. La carence en vitamine C, elle peut être très importante et la vitamine C est importante pour la fabrication de l'hémoglobine. Et puis, la vitamine D, qui a un rôle discuté, mais la carence est fréquente. Et il vaut mieux la supplémenter parce qu'ils ont aussi leurs problèmes osseux. Donc, les caractéristiques, ensuite, est-ce qu'on peut jouer sur les caractéristiques du sang transfusé? Alors, ce qui est très important, c'est que le sang soit bien phénotypé dans les groupes sanguins habituels et parfois dans les sous-groupes sanguins, un phénotypage plus ou moins étendu selon les besoins de compatibilité du patient. Et donc, ça varie d'un patient à l'autre, mais il faut quand même que le phénotypage soit très bien fait. Et la conservation du sang, plus le sang est jeune par rapport au don, au moment du don, si c'est moins de 15 jours, c'est plus efficace et l'effet du sang, la transfusion est plus durable que si le sang est plus vieux, c'est-à-dire entre 15 jours et 42 jours. Et d'autre part, dans le temps, il y a eu des tentatives pour sélectionner les globules rouges les plus jeunes au décours du don, avec des machines à éliminer les vieux globules rouges. Je repasse les détails. Et puis, ce qui est à la mode en ce moment, c'est la fabrication artificielle de globules rouges. Or, par définition, si on est capable de fabriquer des globules rouges artificiellement, ils vont tous avoir le même âge et ils vont être tous jeunes. Ce qui fait qu'une transfusion avec des globules rouges artificiels, elle ne pourrait avoir lieu, par exemple, que toutes les 7 ou 8 semaines, ce qui serait un gros bénéfice, évidemment, pour les patients. Et puis enfin, j'ai déjà parlé avec des exemples du rôle de la splénectomie, l'ablation de la rate. Alors, les besoins excessifs maintenant, quand on peut essayer de réduire au maximum, on fait tout ce qu'on peut, mais de temps en temps, il y a des problèmes de consommation excessive pathologique. Alors, ça peut être la destruction immunologique des globules rouges par le patient, soit parce qu'il ne reconnaît pas les groupes sanguins des donneurs et il les détruit à cause de ça, soit, ou plutôt il les reconnaît comme étrangers, soit il a des auto-anticorps et il détruit tous, les siens y compris. Et donc là, il faut améliorer, dans le premier cas, la compatibilité du sang transfusé et puis éventuellement associer à un traitement pour limiter la réponse immunologique du patient. Et là, mais donc la meilleure tolérance de la transfusion et sa durée, l'efficacité.
Il y a d'autres causes d'hémolyse du sang transfusé, elles sont très rares et je passe. Il y a des hémorragies récidivantes, quelques patients ont des lésions intestinales, des gastrites ou autres problèmes, et puis éventuellement des varices ésophagiennes qui sont dues au fait que le foie est très malade. Dans certains cas, il peut être cirrhotique, et dans les cirrhoses du foie, on peut avoir des varices ésophagiennes qui sont des grosses varices à l'intérieur de l'estomac et de l'ésophage et qui peuvent saigner parce que c'est fragile. Évidemment, quand il y a des hémorragies, le rendement transfusionnel est plus bas. Et puis, il peut y avoir destruction excessive des globules rouges par la rate, on en a parlé, et alors là, donc, il faut discuter la splénectomie totale ou partielle. Les splénectomies partielles peuvent être très efficaces et intéressantes parce qu'elles limitent les inconvénients de l'ablation totale de la rate, qui ne sont pas négligeables, puisque ça favorise les phlébites, les embolies pulmonaires, etc. Et donc, la splénectomie partielle peut être intéressante. Son gros défaut, c'est que tôt ou tard, il faut refaire une deuxième opération. Ensuite, il y a les carences nutritionnelles. J'ai mis simplement y penser parce que voilà, c'est pas vraiment un problème. Alors, comment on fait pour limiter les besoins transfusionnels? Il faut améliorer la production propre du patient dans le globule rouge. Donc, qu'est-ce qu'on a comme dispositif? Essentiellement, qui sont sur le marché, l'hydroxyurée et l'érythropoïétine, les différentes formes d'érythropoïétine, à vrai dire. Et puis, il y a des approches médicamenteuses nouvelles, le luspatercept, qu'on appelle commercialement maintenant le Reblozyl, et puis des approches médicamenteuses totalement expérimentales qui ont été testées soit sur le petit animal, soit sur des cellules en culture de personnes thalassémiques, etc. Et là, il y a toute une série de médicaments qui sont, pour certains, peut-être des médicaments du futur, comme par exemple les dérivés de la thalidomide, bien qu'ils aient aussi leurs propres inconvénients, comme on le sait. Donc, l'hydroxyurée. Alors, la réponse à l'hydroxyurée, elle est due au fait que cette molécule, elle augmente la synthèse d'hémoglobine fétale, de chaîne gamma. Et on a vu tout à l'heure que quand on augmente gamma, eh bien, on va faire en sorte qu'il y ait moins d'alpha célibataire et donc moins de toxicité, donc moins de gravité. Et c'est effectivement ce qui se passe, mais seulement chez 35 à 45% des patients bêta-thalassémiques, malheureusement. Mais pour certains, le résultat est extraordinaire. On peut avoir des réductions des besoins transfusionnels, voire même une cessation. Personnellement, j'ai toute une série de patients qui étaient lourdement transfusés toutes les 2 à 3 semaines et qui ont pu interrompre complètement leur transfusion grâce à ça depuis, pour certains, plus de 20 ans. Donc la réponse, malheureusement, on la contrôle pas tout à fait. Et puis, la dose utile, elle est plus faible que dans la drépanocytose. Ça va de 5 à 15 mg. Et il faut commencer très progressivement parce qu'il y a des atteintes toxiques de la moelle qui peuvent apparaître dès les petites doses. Et ça impose une progressivité, une surveillance étroite de l'introduction de ce médicament. Et les très bons répondeurs, ils ont été caractérisés un peu sur le plan génétique. Eh bien, on s'aperçoit que les formes intermédiaires avec beaucoup d'hémoglobine fétale ou qui sont associées à une triplication alpha sont de très bons répondeurs. Et ils peuvent avoir un gain d'hémoglobine énorme, de plusieurs grammes. Et puis, les formes dépendantes des transfusions avec alpha-thalassémie. Ça joue un rôle important, l'alpha-thalassémie, dans la réponse. Ça a été bien étudié en Thaïlande en particulier, et une mutation particulière qui régule les gènes gamma. On retrouve de nouveau les gènes gamma qui, eux, ont un élément de réponse à l'hydroxyurée qui est favorable. Donc, voilà pour l'hydroxyurée. Et puis, il est apparu, j'ai bientôt fini, le luspatercept qui vient d'être publié en fin d'année dernière par un grand groupe coopératif dont la France a fait partie. Et ce groupe coopératif a inclus des patients contre un comparateur qui était un placebo. Ce médicament, il est injecté, vous voyez, à une dose variable qui avait fait l'objet justement des essais préliminaires pour pouvoir en fixer la bonne dose et la moins toxique. Et d'autre part, c'est
en sous-cutané, donc c'est une piqûre sous-cutanée toutes les 3 semaines. Et pour certains patients, ils l'ont eu depuis pas mal d'années et la réponse s'est maintenue. Donc, il y a 58% des patients qui ont eu une augmentation d'hémoglobine de plus de 1,5 g, ce qui a provoqué une forte diminution du besoin transfusionnel très significative du point de vue du contrôle de la toxicité du fer et de l'intoxication par le fer. Donc, c'est quelque chose de tout à fait favorable. Juste un exemple pour vous montrer que les choses doivent être analysées attentivement. Un patient ici, qui est une femme de 25 ans, traitée par ce médicament au cours de cet essai, elle n'avait pas le placebo, elle avait le produit, on l'a su après. Et vous voyez, bon, ça fait monter l'hémoglobine au-dessus du niveau antérieur. Et puis, on s'est aperçu qu'elle avait une carence profonde en vitamine B9, 0,7, c'est très très bas, 1,2. Et on a réussi à lui faire grimper un peu plus son hémoglobine grâce à le traitement par la vitamine B9, c'est-à-dire l'acide folique, que vous connaissez sous le nom de spéciafoldine. Puis vous voyez, quand l'essai s'est arrêté, elle est redescendue. Et puis aussi, elle avait une gastrite à Helicobacter pylori, donc elle avait un estomac qui saignait légèrement. Et là aussi, il a fallu le traiter. Puis on s'est aperçu qu'avec la surcharge en fer, elle avait une hypothyroïdie. Et l'hormone thyroïdienne, on sait que ça joue un rôle dans la fabrication des globules rouges. Donc, vous voyez, quand on analyse des situations complexes comme ça, il faut tenir compte de toute une série de facteurs pour essayer d'optimiser cette fabrication des globules rouges. Voilà, j'ai terminé. Merci vivement de votre attention et j'espère ne pas avoir trop dépassé mon temps. Merci beaucoup, professeur Galacteros. Du coup, on a juste quelques minutes parce que je sais que vous avez une réunion après pour quelques questions. Donc, on va prendre rapidement. Alors, il y a une question. Il est difficile de concilier faible apport transfusionnel et qualité de vie. Le danger, comme vous l'avez dit, est la surcharge en fer, mais dès lors que la ferritine est convenable, est-ce que les transfusions sanguines par rapport important, par exemple 3 poches systématiques, seraient trop dangereux? Malgré une ferritine correcte, les organes souffrent-ils trop de ces gros apports? L'enjeu, c'est effectivement de contrôler la surcharge en fer. Alors, bien sûr, Laura vous a parlé de la chélation du fer par les médicamenteuses. C'est très efficace, mais c'est aussi très contraignant. Alors, quand on parle de qualité de vie, ben, il faut trouver une moyenne entre tout ça et effectivement, il faut voir quelle priorité le patient veut bien mettre dans cette affaire. Mais s'il est très observant sur le traitement pour désintoxiquer le fer et qu'il est exigeant sur le plan de la qualité sportive, par exemple de vie, eh bien, effectivement, on peut moduler c'est une négociation qu'on doit avoir avec le patient. C'est une évidence. Il faut lui mettre en main les enjeux et puis voilà. Et ensuite, c'est à lui de gérer. Très bien. Une dernière question parce que je sais que vous devez partir. Je ne suis pas à 5 minutes près quand même. 5 minutes près, bon, très bien. Transfusion de globules rouges artificiels, est-ce possible et dans quel cas? Oui, c'est ça. Et on continue à avoir des gros espoirs sur la possibilité de fabriquer des globules rouges. Et comme je disais tout à l'heure, le gros intérêt, ça serait que c'est des globules rouges qui seraient tous jeunes, c'est-à-dire qu'ils auraient une durée de vie de 120 jours. D'un seul coup, tous. Alors que quand on prend du sang d'un donneur, dans le sang d'un donneur, il y a des vieux globules rouges qui ont déjà 120 jours et il y en a qui ont 1 jour. Mais il y a tout un mélange. Et l'âge moyen du sang dans une poche de sang, c'est 50 jours des globules rouges. Donc, il y en a qui vont disparaître aussi vite que la nature le prévoit. Alors que si vous donnez du sang tout jeune, très jeune, massivement jeune, eh bien, ces globules rouges vont vieillir ensemble, la main dans la main, si je puis dire, et disparaître ensemble au bout de 120 jours. Ce qui fait qu'on peut largement espacer les transfusions, parce qu'ils vont durer plus longtemps. Comment est faite une stimulation des globules rouges? La stimulation, alors, il y a deux façons de faire, hein, parce que je ne sais pas quelle est
le sens de la question. Il y a en ce moment des essais thérapeutiques qui consistent à essayer de forcer l'organisme à fabriquer davantage de globules rouges. Mais pour arriver à ça, il faut diminuer la capacité de chaque globule rouge à transporter l'oxygène. Donc, en fin de compte, le résultat final, il n'est pas forcément aussi intéressant que ça dans une thalassémie parce que, bien sûr, le taux d'hémoglobine sera plus haut, mais individuellement, les globules rouges seront moins bons en termes de transport de l'oxygène. Alors, au final, il n'y a pas tellement de bénéfices, quoi. Et d'autre part, plus il y a de globules rouges pathologiques, ils sont de toute façon pas normaux, ces globules rouges, plus le risque de thrombose augmente. Et donc, il faut avancer sur la pointe des pieds avec cette affaire-là. Bien. Que pensez-vous de l'hydréa? L'hydréa et l'hydroxyurée, c'est ce dont j'ai parlé. Pour moi, c'est une approche très intéressante, donc qui a ses avantages et ses inconvénients. Et la première des choses, c'est que certains patients, non seulement ne répondent pas du tout à ce traitement, mais pas du tout, et voire même négativement, ils s'anémient davantage. Donc, il faut commencer le traitement tout à fait en douceur avec des doses très faibles, un quart de la dose standard, pas plus, et monter progressivement et ne jamais aller jusqu'aux doses que l'on donne au drépanocytaire, c'est-à-dire 20 mg et au-dessus, surtout pas. Est-ce que l'EPO marche sur la thalassémie? Et ça arrive, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a que des petites séries, des expériences un peu individuelles par-ci par-là. Le gros désavantage de l'érythropoïétine, de l'EPO, c'est que ça stimule la fabrication, ça va encore augmenter la masse de la moelle. Et en particulier, ça risque d'augmenter ce que j'ai appelé la fabrication des globules rouges hors les os, en dehors des os, extramédulaires. Et cette fabrication, quand elle a lieu dans des endroits fragiles, ça peut provoquer des dégâts, des inconvénients très importants. Et donc, nous, on se méfie un petit peu de l'utilisation de l'érythropoïétine. Et généralement, quand on l'utilise toujours conjointement avec l'hydroxyurée. Roblozyl et hydroxyurée, est-ce que ça marche pour les alpha-thalassémies? Non, l'hydroxyurée pas du tout. Ça peut même vraisemblablement aggraver. Et le Reblozyl n'est pas fait du tout pour ça, mais je crois qu'il y a quand même un essai en cours sur cela. Il faut dire que les alpha-thalassémies, les hémoglobinoses H, sont quand même rarement transfusodépendantes. Très bien, et je crois qu'il y avait une dernière question. Est-ce que le luspatercept peut être prescrit chez les enfants? Pas encore, mais ça vient. Très bien, merci beaucoup, professeur Galacteros. Merci.